Bienvenue dans Citizen Vox, le podcast dédié à la sobriété foncière et à la valorisation des ressources locales. Avec le ZAN, ce désormais célèbre zéro artificialisation nette, la loi climat et résilience pose un nouveau référentiel pour la fabrique des villes, celui de la sobriété. Le défi est immense car les impacts du ZAN sont multiples. Je vous propose une rencontre passionnante avec un acteur de la ville, élu, architecte, urbaniste, promoteur, investisseur, citoyen même, pour réfléchir ensemble aux différentes manières de penser, mais surtout de bâtir des villes résilientes. Laurent Bonater, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview dans le cadre du podcast Citizen Vox. Alors d'abord, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes maire de Caudebec-les-Elbeux depuis 2014. C'est une commune de la métropole de Rouen, de 10 000 habitants, je crois. Et vous êtes également conseiller régional de Normandie. Peut-être quelques mots pour vous présenter, Absolument, ça ce sont mes deux mandats électifs actuels, maire depuis maintenant 9 ans dans une ville, on y reviendra évidemment parce que c'est le cœur de notre discussion, une ville urbaine en reconversion industrielle du sud de la métropole de Rouen. Et puis très actif aussi au sein de la métropole de Rouen qui est vraiment le PCI qui agit énormément sur les questions d'urbanisme, de foncier, donc un travail important à mener de ce côté-là, en interface permanente aussi avec l'établissement public foncier de Normandie, qui est un outil à la disposition des territoires et des élus qui est très, très important. Et puis je rajoute une petite casquette professionnelle. Je suis aujourd'hui chef d'entreprise, une entreprise de conseil et de développement dans le domaine du logement, de l'immobilier, donc des sujets que je connais bien pour avoir été notamment bailleur pendant 8 ans à la tête d'un grand bailleur agissant sur le territoire de la métropole. Donc c'est des sujets qui me passionnent et qui me passionnent depuis longtemps en fait, y compris dans mes fonctions professionnelles précédentes avant d'être plus directement en responsabilité d'élu. D'accord, alors on peut peut-être commencer à discuter de ces enjeux de foncier et de ZAN. En tant que maire, comment vous avez reçu, comment vous avez vécu cette loi ZAN ? Alors d'abord, je vois le débat sur le ZAN qui est très fort, qui est porté par des voix éminentes. Je vois que c'est notamment le leitmotiv permanent du président de l'AMF qui en parle tout le temps. Je conçois que ça inquiète beaucoup les élus locaux, que ça percute beaucoup de politiques publiques. On voit en ce moment depuis quelques jours en Normandie et en Île-de-France un débat sur la ligne à grande vitesse et sur son impact sur le foncier dans les Yvelines. Et je comprends que les maires des Yvelines soient inquiets. Donc tout ça, je le conçois très bien. Mais objectivement, avant le ZAN, beaucoup d'élus locaux, pas tous, mais beaucoup, notamment dans le milieu urbain, ceux que je connais le mieux, ceux que je côtoie depuis le plus longtemps, étaient déjà dans des réflexions de ce type-là. Moi, je me rappelle de discussions enflammées avec Pierre Bourguignon, l'ancien maire de Sotteville, qui parlait tout le temps de reconstruire la ville sur la ville. Et il parlait de ça il y a 20 ans. Donc, il y a plein d'équipes municipales, plein de maires qui n'ont pas attendu le ZAN pour réfléchir, notamment dans l'urbain qui a été très industrialisé, comme la rive gauche de Rouen, qui a encore évidemment beaucoup d'industries, mais dont les industries anciennes ont muté, dont des friches sont libérées, avec souvent des problématiques de sécurité, de tranquillité, d'intégration dans l'espace urbain à traiter. Et donc beaucoup de maires s'étaient saisis de ça il y a longtemps. Là où c'est moins vrai, c'est vrai que dans la troisième couronne, sur les plateaux, notamment ici sur les plateaux de l'Eure, dans le rurbain, on a eu beaucoup d'extensions foncières sur des terres agricoles, où là, la question de la reconquête du centre-bourg, bien que j'ai des exemples très près d'ici, où les gens ont travaillé à la fois sur l'extension urbaine et aussi sur la redynamisation du centre-bourg, l'un n'empêchant pas l'autre, notamment quand vous avez beaucoup de urbains qui arrivent, ils ont d'abord le terrain à la maison, puis après ils cherchent des services, des commerces, souvent d'ailleurs ça va après, c'est une difficulté. Donc voilà, alors évidemment, ce nouvel outil législatif, il percute fortement les projets des équipes municipales et tout le monde doit en prendre compte. Et il faudra faire attention au fil du temps à ce que les bonnes volontés soient pas émoussées. Moi, par exemple, j'ai un débat en ce moment avec la métropole sur
un terrain qui est constructible, il est constructible pour un équipement public, je veux le transformer en constructible pour du logement, et on me dit il faut compenser. Là, je pense qu'on est au-delà de la loi ZAN, puisqu'il est aujourd'hui constructible, et je rappelle toujours que le territoire de Caudebec est celui dans la métropole qui a rendu le plus de terrain à la nature, puisqu'on avait, mon prédécesseur, il y a 10 ans, porté un projet qui s'appelait improprement écoquartier, qui était l'artificialisation de 28 hectares de terres agricoles au sud de la commune. Sur ces 28 hectares, j'en ai rendu 25 et demi en zone N. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup artificialisé dans ce. Alors on me dit oui, mais c'était avant la loi. Je dis d'accord, mais enfin les terrains ils sont rendus, ils étaient constructibles, ils ne le sont plus. Donc il faut que tout ça soit fait avec bon sens. Alors justement, le bon sens, on peut peut-être continuer à parler de cette loi ZAN qui fait beaucoup de débats. Comment ça se passe pour vous au niveau de la métropole sur ces sujets et au niveau du SRADET, région Normandie, puisque c'est quand même... Alors je vais venir au SRADET. Alors au niveau de la métropole, ça se passe bien dans le sens où on a élaboré nos documents d'urbanisme il n'y a pas si longtemps que ça. Il se trouve que Caudebec a commencé à réviser son PLU communal juste avant qu'on rentre dans la phase du PLU intercommunal. En 2020. Et donc il y a eu un tuilage très simple. Et nos zones aujourd'hui, elles sont bien identifiées et il n'y a pas de difficulté. Modulo le fait qu'en ce moment, peut-être aussi pour des raisons politiques actuelles dans l'organisation métropolitaine, font que je trouve que sur certains sujets, je pense à cet exemple que je vous citais à l'instant, où j'ai un terrain qui est aujourd'hui un stade de foot, sur lequel je pourrais construire un hôpital, un collège, un gymnase, tout ça serait légal, et j'ai pas besoin d'équipement public, et donc je dis, faisons un peu de logement. Il y a besoin de logement. Et on me dit, ah ben non, vous allez urbaniser. Oui, mais de toute façon, cette parcelle est constructible. Les services de la métropole. Débat en cours, hein. Pas un nom définitif. Tout ça évidemment se discute. Donc, globalement, avec la métropole, les choses se passent. Mais donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même une marge de manœuvre pour les maires, notamment, pour le bloc communal, qui se réduit. Alors, pas pour le bloc communal, puisque l'interco fait partie du bloc communal. Oui, c'est le débat. Moi, c'est un débat que j'ai puissamment, mais alors là, qui nous emmènerait sur un sujet plus politique, même si le ZAN est très politique, mais d'équilibre politique du territoire. Moi, je considère qu'une interco, la métropole de Rouen, c'est un EPCI, c'est un établissement de coopération entre les maires, et que sa gouvernance devrait être une gouvernance de maires. C'est pas aujourd'hui le cas. La gouvernance de la métropole est une gouvernance très politique, au sens où un bloc PS écolo qui a décidé un certain nombre de directives et qui les applique et qui ne tiennent pas forcément compte des velléités des territoires, etc. Ça, c'est un débat politique qu'on a ensemble. Il y a plein de choses qui se passent bien avec la métropole, et je suis en train de refaire en ce moment 5 ou 6 rues à Caudebec avec la métropole, donc il y a heureusement pas de difficulté sur les services publics du quotidien. Sur la vision qu'on porte de notre territoire, j'avais eu ce débat aussi avec la métropole, lorsque Amazon a voulu poser un entrepôt logistique à Petit-Couronne. Je fais partie de ceux qui disaient bienvenue à Amazon, c'est pas parce qu'on a un entrepôt logistique que nos habitants vont plus ou moins consommer sur Amazon. Nos habitants, ils sont déjà très largement en consommateurs d'Amazon. La métropole a refusé cet entrepôt. Et aujourd'hui, à cet emplacement-là, va accueillir un autre entrepôt logistique qui fera absolument la même chose, à part qu'au lieu d'avoir des bouquins et des CD et des produits Amazon, il aura notamment des produits dangereux. Je suis pas sûr qu'on ait gagné à l'affaire, vous voyez. Bon, donc je trouve qu'il y a un peu trop d'idéologie, pas assez de pragmatisme, et surtout que pour le coup, la partie maire du bloc communal, qui est la commune, est pas assez remise au centre de la métropole. Oui. On est sur un fonctionnement de groupe politique, alors qu'on devrait être sur un fonctionnement intercommunal. Moi, je pense que les gens qui devraient diriger la métropole, c'est les 71 maires, quoi, pour dire clairement les choses. Donc, vous pensez que c'est un problème local, si j'ose dire, et non pas... Là, c'est un problème local de débat, mais qui va trouver une issue. Hein. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'on va trouver une issue à tout ça. De facto, et ça, moi, j'y suis favorable, hein, de facto, on indique, et c'est normal, que chaque fois que possible, il faut construire sur des terrains qui sont aujourd'hui urbanisables, et lorsqu'on va chercher des choses nouvelles, il faut les compenser. Moi, ça, je partage complètement cette vision des choses. J'ai pas de difficulté avec ça. Après, il y a on y reviendra peut-être sur le SRADET tout à l'heure, mais quand je vous parlais de la ligne grande vitesse Paris-Rouen-Le Havre, quand je parle de l'accueil sur la vallée de la Seine de très grandes entreprises, évidemment, si la commune sur laquelle ces très grandes implantations doivent avoir lieu est impactée immédiatement, et on lui dit tu construiras plus rien pendant 25 ans,
c'est pas possible. Donc il y a quelques grands projets portuaires, quelques grands projets ferroviaires, quelques grands projets routiers qui doivent sortir de l'application du ZAN au niveau local et qui doivent être des projets Panly 2 à Dieppe. Et si on dit à toutes les communes autour de Dieppe, votre urbanisation sera bloquée pendant 30 ans parce qu'on fait une extension un nouveau réacteur nucléaire, évidemment, on n'y arrivera pas. Donc il y a des grands. Panly, c'est le cas, d'ailleurs. Sur votre commune, quels sont les projets de développement en matière de logement et d'activité économique? Alors, nous, j'étais ce matin au travail avec mon adjointe au développement économique et à l'urbanisme. On a un sujet, mais qu'on résoudra pas facilement, c'est qu'on a quasiment plus de foncier disponible pour de l'accueil économique. Alors, on travaille un peu sur les cases commerciales qui sont encore libres, ça on y arrive encore un peu, sur quelques fonciers en ville où il y a des petites possibilités pour du tertiaire, du bureau, du petit stockage, mais clairement sur de l'activité économique importante, aujourd'hui, la quasi-totalité de nos terrains qui étaient en zone d'activité, j'avais par la métropole, sont commercialisés, ils sont au nord de la commune. Il y aura peut-être à terme quelques mutations foncières à faire autour du site Safran, qui est un très grand site, qui compte 700 salariés, qui va reconfigurer son site pour rationaliser son bâti, et donc il y aura peut-être un peu de marge de manœuvre foncière de retrouver, mais bon, voilà. Donc, aujourd'hui, le ZAN ne bloque pas un projet. Rien. De fait, à Caudebec, rien. Le ZAN ne bloque rien à Caudebec. Et sur l'habitat, on est clairement sur pas de l'extension urbaine, je vous l'ai dit, on a mis fin aux zones d'extension urbaine, et on a 3 OAP qui sont très bien identifiés avec la métropole, et quelques poches foncières, quelques délaissés. Là, juste derrière ce bureau où on se parle, il y a une grande parcelle d'un ancien solderie en plein centre-ville qui se libère. Là, on est en plein cœur de ville, on est urbanisable et on va la remettre. Les OAP ne sont pas en extension. Les OAP ne sont pas, enfin elles sont, alors la plupart des OAP, les nôtres ne sont pas en extension et elles sont déjà au cœur du tissu. C'est des OAP au cœur du tissu. La seule OAP qui est un peu en extension, c'est celle qui reste de ce fameux écoquartier, mais je vous dis, où il y avait 27 hectares urbanisables, on est passé à 2,5. Donc c'est une réduction de l'extension. Voilà. Et aujourd'hui tout ça est évidemment est pris en charge par le PLU. Donc tous ces terrains sont urbanisables aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le besoin en logement de votre commune? Alors il est important sans être massif. On est longtemps une commune qui a connu un taux de vacance des logements, notamment des logements sociaux, qui était trop élevé. Alors je suis arrivé, j'étais à l'époque maire et bailleur, donc j'ai pris tout de suite ma casquette professionnelle sans mélanger les genres, parce que mon bailleur ne travaille pas à Caudebec, mais je suis allé voir tous mes petits copains bailleurs de la commune. J'ai dit écoutez, c'est pas possible, on va pas continuer à avoir des projets de construction nouvelle. Donc j'ai mis fin à tous les projets de construction nouvelle qui étaient prévus. J'ai tout arrêté et j'ai dit on se concentre sur l'existant et on remplit. Et donc aujourd'hui, on a un taux de vacances qui est passé dans le logement social il était entre 8 et 10%, il est passé à 2,5. Donc voilà, 2,5 c'est la rotation classique d'un bailleur. Voilà. Donc et à partir du moment où on a rempli les logements sociaux qui existaient déjà, on a recommencé à construire. Donc on a eu quelques opérations qui sont arrivées, pas très grosses ou en tout cas bien intégrées en ville. Et puis là, il y a une dynamique nouvelle qui se met en place depuis 2-3 ans, sans doute due à l'attractivité de la commune, mais pas uniquement. Je suis modeste, je vois bien aussi ce qui se passe sur Rouen. Il y a beaucoup de refus de permis sur Rouen, beaucoup de complexité à construire sur Rouen. Donc deuxième, troisième couronne, il y a de plus en plus de promoteurs, y compris des acteurs nationaux qui viennent voir nos communes à nous et qui portent des projets sur nos communes. Donc on a des opérateurs qui arrivent nouvellement intégrés dans le paysage urbain et qui vont porter plutôt de l'accession, accession en collectif, accession en pavillonnaire, pour continuer la dynamique. Vous connaissez la notion de point mort, donc à la fois compenser ce point mort pour rester à la barre des 10 000 habitants. On veut pas passer sous la barre des 1000, ça a quand même des conséquences un peu pénibles en termes de recettes fiscales, évidemment pour la commune. Et puis se stabiliser. Notre PLU dit 12 000, voilà, entre 10 et 12 000. Donc il y a des besoins. Et alors surtout il y a une vraie demande aujourd'hui de venir habiter sur Caudebec, qui est une commune résidentielle, avec des services, avec des équipements de qualité, avec des écoles, avec un collège. Donc voilà, on sent bien dont le foncier reste très accessible, évidemment. Nous, on accueille des familles de travailleurs modestes, d'employés, d'ouvriers, donc on est ravis qu'ils puissent continuer à venir se loger sur la commune. Donc vous n'êtes pas un maire qui refuse les permis de construire et qui considérait qu'il ne faut plus construire? Ah non, je refuse pas les permis de construire, mais je suis pas non plus, vous voyez, on n'est pas sur la côte varoise où, voilà, on n'a pas de problème
problème aujourd'hui d'adduction d'eau pour l'incendie. On n'a pas, j'entends tout ça, j'écoute les débats, je vois ce que les collègues peuvent subir. Non, on refuse pas les permis, loin s'en faut. Mais la plupart de nos permis s'intègrent déjà dans le tissu urbain très dense ou dense. Donc il n'y a pas de à mon sens, il n'y a pas de... Évidemment, on fait attention. C'est pas toujours facile, la police de l'urbanisme, parce qu'on n'a pas forcément toujours les outils. Moi, je suis allé voir récemment un exemple d'Interco qui s'est doté de garde champêtre. Un garde champêtre a beaucoup plus de compétences en police d'urbanisme que nous, un policier municipal qui n'en a aucune. Et des fois, j'ai un exemple en tête, sur lequel j'ai quasiment aucun recours. Des gens qui ont un petit lotisseur, qui a loti 4 pavillons en enfilade dans une petite impasse. Le PLU prescrivait que son allée devait être non artificialisée. Il a artificialisé son allée, il a fait une dalle. J'ai quelle compétence, moi, pour aller lui faire casser sa dalle, vous voyez, Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Donc, il faudrait faire évoluer. Voilà. Donc, toutes les formes nouvelles d'habitat, évidemment, on les promeut, on les fait respecter autant qu'on puisse avec nos compétences, qui en matière d'urbanisme sont, enfin, les compétences d'urbanisme, elles sont larges, mais les capacités. Alors, on a interrompu des chantiers récemment, qui respectaient pas les règles d'urbanisme. C'était plus sur des questions de hauteur de vis-à-vis que des questions d'environnement. On s'est musclé là-dessus parce qu'on n'était pas assez équipés. Donc, pour le ZAN, il y a des leviers juridiques qu'il faut développer en direction des maires. Est-ce qu'il y a d'autres leviers pour l'application du ZAN? On parle beaucoup de la fiscalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Moi, la fiscalité dans quel sens? Développer une fiscalité qui permette de mettre en œuvre le ZAN et pas, c'est-à-dire qui aille vers la sobriété foncière, en fait, qui encourage la sobriété foncière. Moi, je suis pas pour manier trop les décisions fiscales en ce moment. Je considère que, nos concitoyens, nos entreprises sont quand même déjà assez sollicité fiscalement. Je plaide pas pour ce genre de dispositif. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut présenter à nos collègues maires le ZAN d'une manière différente de ce dont il est proposé. Si le choix, c'est d'un côté Sandrine Rousselot ou de l'autre David Lisnard, ça va pas, quoi. C'est ni l'un ni l'autre. C'est ni caricatural comme le voudraient les écolos, ni caricatural comme le voudrait Lisnard qui pense que c'est la fin du petit cheval. C'est pas vrai. Je pas de débat personnel avec Lisnard, mais il parle tout le temps de ça. Il parle tout le temps de ça. C'est pas notre préoccupation première, c'est pas le ZAN, quoi. C'est un des outils ou des contraintes ou des difficultés auxquelles on fait face, mais c'est pas la fin de la vie communale, quoi. Heureusement. Si on parle un petit peu de la question de la péréquation, c'est-à-dire, on parlait tout à l'heure donc de la métropole, comment appréhende le ZAN vos collègues maires de la métropole et l'effort réalisé par chacune des communes sur la question de l'artificialisation, comment il se répartit? C'est pas tellement venu en débat à la métropole. Le débat à la métropole, il est très politique en ce moment parce qu'on a un exécutif métropolitain, un président de métropole, ses principaux présidents, qui prône une sorte de décroissance rouennaise. Alors, elle porte pas son nom, mais enfin, on dit non au contournement Est de Rouen, on dit non à Amazon, on dit non à un casino au centre de Rouen. Donc, il y a un refus de pas mal ça a été très compliqué pour relocaliser Ferrero. On a Ferrero, le siège social France de Ferrero sur le territoire de la métropole. Ils ont plein de hangars logistiques un peu partout dans la métropole et ils voulaient se le relocaliser. Il y a eu un recours environnemental fait juste à côté d'ici à Cricbeuf. Alors, c'est hors métropole. Et après, on a mis un temps fou pour leur trouver des locaux logistiques. Toujours sur l'idéologie, la logistique c'est pas propre, c'est pas sûr. Mais oui, mais enfin, Ferrero c'est le principal acteur du territoire, un des principaux acteurs du territoire. On va pas lui dire, va mettre ta logistique dans l'Aisne, dans la Somme ou que sais-je. Donc aujourd'hui, le débat il est plus au sein de la métropole sur des maires qui veulent continuer à développer le territoire tout en tenant compte évidemment des contraintes nouvelles et des nécessités environnementales que personne ne nie, elles sont clairement au cœur de nos préoccupations, et une métropole qui affiche une sorte de, si ce n'est de décroissance, en tout cas de choix idéologique des projets qui sont des bons projets ou que ce pas des bons projets. Moi je considère qu'un territoire... Mais finalement le fond du débat c'est quand même le développement du territoire. Exactement. Et comment on traite la sobriété. Et donc sur la sobriété, aujourd'hui on n'est pas rentré entre collègues sur cette question-là. Enfin, en tout cas, j'ai pas vécu de débat important sur la péréquation, la manière de se répartir, sachant que la vérité de nos communes. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Je l'entends, notamment sur le côté des hydrants, du côté de l'extension urbaine, dans les villages périphériques. Là, ils ont un vrai sujet, parce que des petits villages qui font 600, 800, 1000, 1200 habitants et qui avaient encore des capacités de se développer sur des zones agricoles, eux, ça va leur changer vraiment la vie et la perspective qu'on leur donne. Alors, eux, ils m'en parlent beaucoup. Mais dans le cœur des communes de la première, deuxième couronne de la métropole, les communes très urbaines,
Objectivement, on est tous depuis des années, ce que je vous disais tout à l'heure, en train de travailler sur des friches, sur la reconversion de centre-ville, sur de la bonne densité, quoi. La densité à Caudebec, elle s'est d'abord créée à Caudebec par le fait que beaucoup de grandes parcelles du centre-ville, j'ai beaucoup de lanières en centre-ville de Caudebec, et les gens, au fur et à mesure des successions, des ventes de maisons, ont parcellé divisé leur parcelle, et ont fait, là où il y avait un pavillon, il y en a 3, et objectivement, ça ne pose aucun problème. Il faut que les gens cohabitent bien ensemble, mais en général c'est le cas, et on y veille quand c'est pas le cas. Et puis nos concitoyens sont quand même demandeurs de plus petits jardins, de moins d'entretien. Les gens qui veulent entretenir des parcelles de 4000 m², c'est quand même de plus en plus rare, quoi. Bon voilà, donc cette bonne densité urbaine, elle s'est faite assez naturellement, hein, avant les directives, hein, parce que tout simplement, pour des questions de pouvoir d'achat aussi, mais aussi pour des questions de projet de vie, les gens avaient envie d'être à la fois en centre-ville, d'avoir un jardin ou une cour, un endroit où vivre à l'extérieur, mais en même temps pas envie d'entretenir un parc, quoi. Puis les lois précédentes, le ZAN, ont quand même encouragé la densité. Bien sûr. Est-ce que, du coup, on peut peut-être évoquer votre casquette de conseiller régional, le SRADET, qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure. Il arrive en débat bientôt au Conseil régional, dans les semaines qui viennent. On a fait un exercice très intéressant et très utile. On était un peu sceptique quand on y allait, puis finalement c'était vraiment de qualité. On a eu un débat d'une grosse demi-journée commune, conseillers régionaux et membres du Césaire sur ce sujet-là. Avec une expression conjointe des deux assemblées. Alors, c'était un peu formel parce que chacun avait préparé son topo et chacun disait d'où il parlait, mais en même temps l'échange était qualitatif. Alors une fois que tout le monde a dit ses points de vue, évidemment, ça fait pas l'équation définitive. J'ai le sentiment quand même, bon, à part les plus radicaux des écologistes de l'Assemblée, que l'idée que, notamment la Normandie, qui doit accueillir, comme je disais tout à l'heure, quelques grands projets d'envergure nationale, quand vous dites les nouvelles centrales nucléaires aux côtés de Dieppe, du côté de Penly, plus l'axe Seine et son industrialisation très puissante dans les années à venir avec des énormes projets qui viennent, tout le monde est d'accord sur le fait que si on dit le PLU de Port-Jérôme, dès qu'il y a une usine de 50 000 m² qui arrive, c'est fini, on construit plus, ça ne marchera pas. Donc cette extraterritorialisation du ZAN sur un certain nombre de grands projets structurants nationaux d'intérêt vital ou d'intérêt stratégique, voilà, elle fait son chemin. Voilà où en sont les débats. Je ne peux pas vous en dire plus à ce stade parce qu'on avait juste une première réflexion collective et on attend maintenant le débat sur le fond du travail. D'accord, parce que le préfet, dans une note là qu'il a rédigée à l'attention de la région, pointe le fait que quand même la Normandie a fortement artificialisé ces dernières années et insiste sur l'effort à réaliser. Le ZAN... Et j'ajoute un double sujet qui est pas directement lié au ZAN et l'artificialisation des sols, mais qui doit nous agiter et qui, moi, me préoccupe beaucoup en ce moment en Normandie, c'est que ça reste une des régions de France, la deuxième, je crois, où les jeunes sont les moins diplômés, et que ça reste... Et j'ai eu ce débat avec la vice-présidente en commission permanente la semaine dernière qui ne voulait pas le reconnaître et qui même mentait en disant toute la France perd des habitants. C'est pas vrai, la France perd pas des habitants, la France gagne des habitants, moins qu'avant, mais elle en gagne encore. Il y a des régions, notamment dans le sud ou dans l'ouest, qui sont très attractives. Et nous, dans une sorte de banane nord-ouest, là, on perd des habitants. Oui. Et la perspective INSEE, vous l'avez vu, elle annonce 500 000 habitants de moins en Normandie en 30 ans, 35 ans. On peut pas se résoudre à ça. Donc, double équation, quoi. Est-ce qu'il faut absolument gagner des habitants tout le temps? Parce que vous dites, on peut pas se résoudre à ça, mais... je sais pas s'il faut en gagner, mais il faut pas en perdre. Pourquoi? Parce que clairement, si votre territoire perd des habitants, c'est que sa croissance démographique est négative, démographique et migratoire, et que donc ceux qui vont rester, ce ne seront plus les actifs. Et clairement, on a déjà des entreprises en Normandie qui peinent à recruter énormément. Donc s'il y a plus de jeunes rentrant sur le marché du travail, alors quel que soit leur niveau de diplôme, il faut évidemment des employés, des ouvriers, il faut aussi des gens beaucoup plus qualifiés, il faut des techniciens, il faut beaucoup de matière grise aussi. Si on n'a plus ces jeunes-là sur notre territoire,
la Normandie, ça va devenir quoi? Quelques usines isolées qui arriveront à survivre et une côte extrêmement inaccessible parce que devenue très chère. Le sujet aujourd'hui, c'est que c'est quasiment impossible de se loger sur la côte normande parce que le foncier est devenu pour le coup très cher par les résidences secondaires. Je comprends tout à fait votre vision régionale, mais si on a une approche plus macro, en quoi c'est un problème d'avoir des régions qui finalement sont moins développées et d'autres régions au niveau macro finalement? Est-ce que c'est... Au niveau macro, je sais pas, mais au niveau de l'équilibre, oui, enfin si on est dans le macro, au niveau de l'équilibre français, si vous dites la Normandie décroît et peine à renouveler ses générations et donc peine à renouveler ses emplois, c'est-à-dire que vous faites une croix sur une partie de l'industrie française. Et donc là, vous n'êtes pas en macro, vous êtes en France. Enfin, vous n'êtes pas en région, vous êtes en macro en France. Elles vont où les industries? Vous aurez beaucoup plus de mal à les mettre dans des territoires qui n'ont pas de tradition industrielle. C'est la force et la faiblesse de la vallée de la Seine et de la vallée du Rhône. Hein. On sait bien que ça a des nuisances, que ça a des risques, mais nos territoires sont structurés et accueillants pour de l'industrie. Alors l'industrie, il faut qu'elle mute, elle va continuer à muter, elle a toujours muté, mais il faut de l'industrie en France. Enfin, je crois avoir entendu dire qu'on prenait tous assez largement la réindustrialisation du pays, et à part que quand tous les habitants, vous dites plus d'industrie en France, oui. Est-ce qu'on la met à côté de chez vous? Ah, non. Bon. Donc en Normandie, on a quand même une capacité d'accueil et une résilience au risque industriel et à l'acceptation qui est plus forte qu'ailleurs. Donc continuons à soutenir notre économie. Puis alors, si on élargit au macro, je vois où vous voulez m'emmener. La question de la croissance démographique. Objectivement, c'est pas les quelques dizaines de milliers de Français de plus par an qui posent une question démographique dans le monde. Hein. On voit bien où elle est la pression démographique. Elle est en Asie ces derniers temps, puis en Afrique dans les 40 ans qui viennent. Et donc les quelques millions de Français en plus, encore quelques centaines de milliers de Français en plus en 10 ou 15 ans, ils pèsent rien dans le macro si on regarde au niveau planétaire. Je commence à voir des démographes qui parlent d'une décroissance planétaire de la population, oui, qui n'existait pas il y a 4 ans. Hein, on parlait pas de ça. On voyait augmenter les milliards d'habitants jusqu'à atteindre 10 milliards, puis l'insoutenabilité. Aujourd'hui, post-Covid et avec les nouveaux taux de natalité observés, puis la décroissance dans certaines zones, notamment l'Asie. Hein, si l'Asie décroît très très vite, on va peut-être stabiliser, voire perdre des habitants dans le monde. Donc il n'y a pas de raison que vous voyez, les 3 millions de Normands se flagellent en disant on y est pour quelque chose dans le non-équilibre planétaire. Non, c'était pas du tout. Non, mais pour revenir sur vraiment la vision que moi j'ai de la Normandie, c'est qu'on peut pas on peut pas devenir un conservatoire du canard et de Marcel Proust, ou de la vache et de Marcel Proust. Je pense au canard parce qu'il y a du canard à Duclerc, mais on est plus identifié que pour les vaches. On peut pas être qu'un territoire de David Hockney, quoi. Vous voyez, c'est bien, j'adore David Hockney, c'est très beau. Mais il faut aussi qu'on soit un territoire industriel, un territoire tertiaire, un territoire d'innovation, un territoire d'entreprise. Alors, dans mon débat de la semaine dernière, la vice-présidente me répondait: mais c'est parce qu'on est trop près de Paris. Mais d'être trop près de Paris, ça n'a jamais empêché les territoires de se développer. Moi, j'ai vécu 30 ans à Bordeaux. Bordeaux perdait des habitants tant qu'il n'y a pas le TGV. Quand le TGV est arrivé et qu'on s'est rapproché de Paris, on a gagné des habitants. Donc c'est un non-sens de dire qu'on est trop près de Paris. C'est qu'est-ce qu'on veut faire près de Paris et quel projet de territoire on porte. C'est vrai que la question industrielle, en plus, est quand même logistique. Et logistique. Très fortement impactée par le ZAN. Puisque, bien sûr. Voilà, donc il y a un vrai. Non, mais la logistique, j'en parlais, on était la semaine dernière avec le comité Richelieu, il y avait le préfet, alors je sais jamais remettre son nom dans l'ordre, Roland Mouchel, qui en parlait, qui est pas chargé des petites villes de demain, et notamment qui a une mission flash là sur la civilisation. Il y a plein d'industries qui sont capables de là où on faisait une boîte à plat, on peut monter sur plusieurs étages. Ouais. On était on était à Dieppe, à côté de Dieppe, chez un professionnel alors c'est pas vraiment des ascenseurs parce que c'est pas le système de l'ascenseur, mais c'est en tout cas des systèmes de levage extrêmement fiables, extrêmement puissants, qui peuvent emmener des charges très lourdes sur plusieurs étages. Demain, si on dit à l'industrie, au lieu de construire des hangars à plat sur des milliers de mètres carrés, vous avez 4 fois moins et vous montez en hauteur, ils le feront. Je veux dire, et les techniques suivront. Hein, l'histoire de l'activité humaine, de l'industrie, on n'a pas arrêter de s'adapter aux contraintes, à l'environnement, aux réglementations, et donc ça suivra. J'ai pas de doute sur le fait qu'on peut continuer à accueillir de l'industrie, y compris sur des choses plus denses. Et quand je bosse avec Safran là, qui
qui sont ils font c'est un sous-traitant aéronautique, 700 emplois sur Côte-Bec. Ils sont dans des hangars qui datent du 19e, avec des cours, des sheds. Évidemment, ils vont rationaliser tout ça et ils vont gagner énormément d'espace pour faire une production accrue. Ils vont gagner en productivité, ils vont garder à peu près le même nombre de salariés et même ils vont garder le même nombre de salariés et ils vont développer leur activité puissamment sur un site avec une emprise au sol beaucoup réduite. Ce qui eux les intéresse en termes de, ils perdent de la chaleur un peu, ils chauffent avec méthode de chauffage dite moderne d'aujourd'hui des bâtiments du 19e. Autant vous dire que leur bilan énergétique est pas bon, quoi, et leur facture est lourde. Si on revient un tout petit peu au niveau régional et donc la conférence des Scott qui en tout cas qui est l'instance légitime pour je vous vois froncer les sourcils, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Je peux rien vous dire sur la conférence des Scott. Je sais pas ce qu'elle fait, la conférence des Scott. Franchement, j'en ai aucune idée. Elle fait des trucs? Eh ben, elle est censée, en tout cas... J'ai jamais un gars qui m'a dit j'étais à la conférence des Scott, vous voyez. Mais peut-être qu'elle existe, hein. C'est intéressant. Vous, en tant qu'élu, vous n'ayez pas de... Je sais parfaitement ce qu'est un Scott. J'ai vu... alors je plaisante un peu. J'ai vu des échanges inter-Scott au niveau de la métropole, effectivement. Ouais, il y a eu du travail. C'était plus au niveau territorial. C'était le travail entre la métropole et les Scott voisins. Ça, un peu. Mais qu'est-ce que vous en pensez justement que ça doit être porté par la conférence Interscott, ces sujets-là? Oui, sans doute, mais comme dirait l'autre, c'est quel numéro de téléphone la conférence, c'est qui? Il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion, quoi. C'est qui le... Vous n'êtes pas du tout au quotidien. Ah non, pas du tout. Alors en même temps, je suis maire, la compétence urbanisme stratégique, elle est à la métropole. Il faudrait peut-être aller voir le maire d'Elbeuf, vice-président chargé de l'urbanisme, qui a peut-être une vision un peu plus large que moi de tout ça. J'en suis pas certain, mais peut-être. Mais est-ce que vous considérez que... est-ce que j'entends... que vous considérez que c'est pas une instance légitime? Ah non, tout à fait légitime. Mais des instances, il y en a beaucoup. Hein. Oui. Il y en a beaucoup. J'imagine qu'à la fin, entre un SRADET, les DTA, l'avis du préfet, vraiment, faut que tout le monde rentre dans le même. Après, qu'on mette de la cohérence entre tous les textes et toutes les directives, les schémas, etc. C'est très important. J'ai parfois l'impression en France qu'on passe plus de temps à mettre en cohérence qu'à faire. Est-ce que vous pouvez nous dire du coup quelques mots là sur le SRADET, nous préciser les calendriers? Je l'ai pas vérifié avant qu'on se voit. On a un débat régional là dans les quelques semaines qui viennent. Et justement, j'étais avec mes collègues et collaborateurs il y a quelques jours. On se disait qu'on n'est pas encore vu parce que ce qu'on attend, c'est le texte qui nous sera présenté. Et, on a la modestie, on est un petit groupe, hein, nous on est 7 sur 120 à la région, c'est pas nous qui allons écrire un contre-SRADET, on attend de voir quel document. Le débat était de qualité, le premier débat avec le Césaire était vraiment de qualité. Donc on n'a pas d'énormes préventions, on avait des points de vigilance, on a dit un certain nombre Vous pouvez les préciser de sujets qui nous interrogeaient, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois comment les projets industriels d'ampleur nationale sont intégrés, et puis et c'est là que c'est difficile, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui dans le SRADET fournit des éléments ou des outils de réponse à des difficultés qui sont d'ordre de formation, d'emploi, voilà. Donc là, on attendait un peu plus d'éléments. Après, il n'y avait pas de choses avec lesquelles il n'y avait pas de position frontale de notre part, quoi. Voilà, on attend le document pour. Oui, parce que ça va aller vite. Ah oui, ça va aller vite. C'est 2024. Et c'est quand même des gros documents à articuler, des gros sujets à débattre. Donc, on peut peut-être revenir pour terminer sur la commune, savoir le ZAN, ça implique aussi en dehors de la sobriété foncière, la renaturation, etc. Et tout ce travail-là de renaturation, il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que vous avez des projets sur la commune? Oui, alors on en a plein. Là, il y a un parking qui commence la semaine prochaine en collaboration avec la métropole qui va être renaturé. C'est aujourd'hui un parking de 45 ou 50 places en plein centre-ville qui est en gravel et on va le rendre à la fois
plus joli, plus facile à fonctionner et recréer des poches de nature. On a d'ailleurs recréé juste en marge de ce parking sur une partie où il y a un banc, on a créé ce qu'on appelle une sorte de lieu de fraîcheur, qui est un endroit où on a beaucoup travaillé l'aménagement. Là, il y a un sujet où je suis pas très allant. C'est beaucoup d'équipes municipales cassent les cours d'école en ce moment pour. Oui. Alors, je suis très peu allant parce que il se trouve que sur la commune de Caudebec, j'ai les deux types de cours d'école. J'ai les cours d'école anciennes qui sont goudronnés, on va dire, et puis j'ai les cours d'école plus récentes qui sont totalement en herbe. Bon, aujourd'hui, dans les cours totalement en herbe, les parents d'élèves, les enseignants, les ATSEM, les dames de ménage me demandent à artificialiser pour que les enfants rentrent pas dégueux de la récré et ne viennent pas tout salir. Et dans les autres, on me demande le contraire. Donc, bon, j'ai vu les débats sur Rouen, là où ils ont beaucoup artificialisé. J'ai vu pas mal de parents d'élèves qui râlaient parce que les copeaux, les crottes de chiens. Alors, je sais pas comment les chiens rentrent dans les cours d'école, d'ailleurs, ça j'ai pas très bien compris. Mais bon. Et puis alors, ça c'est peut-être un point que j'ai et qui me tient à cœur, parce que comme j'ai repris cette commune il y a 9 ans, après une équipe qui était restée pendant 20 ans, qui avait fait beaucoup de bêtises, et en même temps, je voyais plein de gens qui me disaient, faut casser ça, vous voyez, j'aime pas du tout le parvis de la mairie tel qu'il a été fait. Il est totalement minéral, il est très noir. Moi, j'aurais jamais fait ça comme ça, et même à l'époque où peut-être les réflexions étaient différentes, mais et quand je suis arrivé, tous les habitants me disaient, faut casser. Bah non, je vais pas casser quelque chose qui a été fait, il y a eu une dépense publique importante. Donc je suis pas tellement dans le on casse et on remplace. Je suis plutôt dans la création, et dans ce qu'on crée, on est évidemment très attentif. Là, je vous parlais de ce projet de construction d'appel à projet qui est en place en centre-ville sur une ancienne friche d'un soldeur qui relie 2 rues. J'avais le débat ce matin avec une de mes adjointes. C'était est-ce qu'on fait une venelle piétonne ou plutôt une rue traversante, plutôt sur une venelle très arborée, très peu minérale, très verte, et on va expliquer aux voitures qu'on rentrera par un côté ou par l'autre, mais qu'on ne traversera pas la parcelle. Vous voyez, voilà, donc plutôt sur ces aménagements-là. Ça, c'est une friche. C'est une friche, c'était un ancien soldeur avec un très grand parking. Ouais. On l'a transformé en parking provisoire. On aime bien aussi faire un peu d'urbanisme transitionnel, on l'appelle pas comme ça, mais en gros, quand on a une friche. Tiers-lieu ? Alors là, c'est pas un tiers-lieu, c'est un parking, mais ça devrait pas être un parking. C'est-à-dire, si on avait écouté le PFN, on n'avait pas le droit de rien faire dans cette parcelle. J'ai dit, écoutez, vous avez 70 places de parking libre en centre-ville, le temps qu'on ait un projet, on va l'ouvrir aux habitants pour qu'ils puissent se garer, aller faire leurs courses, et voilà. Donc c'est plutôt utiliser à chaque opportunité, à chaque moment. J'ai une parcelle qui appartient au H&M Delboeuf, à EBS Habitat, un bailleur social qui est libre depuis 10 ans, et sur lequel il n'y a pas de projet avant 3-4 ans, on l'a transformé en parc canin pour que les gens viennent faire courir leurs chiens, donc c'est très vert, voilà, et il n'y a pas de jeu pour enfants, il est vraiment réservé pour les chiens, quoi. Éviter la cohabitation du parc où vous avez les enfants et les gamins, enfin les chiens. Et donc moi j'aime bien ce genre de choses qui vous permettent à un instant T, sans trop de dépenser, d'utiliser un espace qui a vocation à muter et à le travailler dans le temps sur plusieurs usages. Et donc sur la renaturation, on est plutôt sur la naturation de tous nos projets. Ouais. Voilà. Et on réfléchit beaucoup à des îlots fraîcheurs, mais qui sont plus finalement des couvertures vertes. Là, on a un projet de treil à côté de l'église, des choses qui permettent à des endroits qui sont déjà aménagés en petits parcs ou en zone où on a envie de se poser, de garder la fraîcheur et de faire retomber la température, et sans forcément casser ce qu'il y a au sol, mais en tout cas en faisant une couverture végétalisée au-dessus qui permet aux gens âgés, aux gens qui se baladent, de trouver un îlot de fraîcheur pour se rafraîchir. Est-ce que vos services travaillent sur ces questions de calcul, d'artificialisation, etc., à l'échelle de la commune aujourd'hui ? Alors, sur les règles de l'urbanisme nous l'imposent, c'est-à-dire sur chaque projet, on a évidemment des obligations. Sur la vision globale des choses, oui, c'est plus du bon sens et du travail avec mon adjoint à l'environnement et l'adjointe à l'urbanisme, dans le sens où, mais je vous le dis, on évite d'artificialiser pour artificialiser, tout en rendant, si possible, du logement, des services, là où il y en a besoin, quoi. Donc, c'est toujours cet équilibre. Un équilibre, oui. C'est un peu le mot, finalement, c'est le mot. Sachant que vous le voyez derrière vous, hein, je regarde en permanence la carte de Caudebec. On est une ville très très dense, très très dense. Il y a une immense forêt derrière nous, hein, tout le sud là c'est la forêt, mais elle n'est pas sur la ville de Caudebec. Elle est sur la ville de Ladbeuf, c'est une forêt privée. Donc on est à la fois au cœur d'un poumon vert qui est très près de nous, mais qui est pas chez nous. Nous, on n'a quasiment pas de zones très arborées. On a beaucoup de nature en ville parce qu'on a beaucoup de grandes parcelles ou de parcelles en ville. Et une des premières décisions qu'on avait prises aussi, toujours dans l'idée de pas artificialiser inutilement, lorsque j'étais arrivé, il y avait une centaine de logements sociaux prévus à la place d'un parc
Alors, l'équipe municipale précédente disait on va sauver le parc. En fait, le fait, c'est qu'ils posaient des blocs et d'immeubles au milieu d'un parc. Donc, le parc public perdait quand même son côté public. Et donc, on a arrêté ça. On a isolé les 2/3 du parc comme un parc public. On a mis des chèvres, des jeux pour enfants, des bancs, des arbres, etc. Enfin, il y a des arbres remarquables qui sont dedans d'ailleurs. Et on a isolé le dernier tiers où là, on va construire des petits pavillons qui seront vraiment réservés aux habitants pour bien garder un aspect parc urbain et puis un aspect construction neuve. Les citoyens, je ne sais pas comment s'appellent. Les codes des quais. Quelles sont leurs préoccupations prioritaires en termes d'aménagement urbain ? Vous avez des retours de quel... Ils cherchent des logements. Ceux qui sont ce matin, une dame qui était en appartement, qui cherchait une maison. Donc ils cherchent des logements. Pas qu'il y ait des gens qui soient à la rue à Caudebec, c'est pas le sujet, mais ils cherchent toujours à améliorer leur qualité de logement, à trouver... vendredi, j'avais un jeune couple qui était avec un bébé dans le bureau. Ils étaient en appartement, leur voisin fait du bruit, le bébé dort pas, ils veulent aller vers quelque chose de plus calme. Ça, c'est la réalité de la vie en ville, où on cherche toujours à être à la fois au cœur des services, bien desservi et en même temps tranquille. Alors, on a beaucoup de bâtis anciens aussi qui est déperditif en termes de chauffage, en termes d'énergie, et déperditif en termes sonores. Il y a des choses qui sont très mal isolées dans le logement, notamment dans le logement social. C'est une vraie difficulté. Pas que dans le logement social d'ailleurs, mais... Donc, ils me parlent beaucoup de la nature en ville. Ils sont très attentifs lorsqu'on rend des espaces plus agréables, plus verts. Ce qu'on a beaucoup fait, je vous dis, sur des petits exemples comme ça, de manière extrêmement... Donc, qualité de vie, quoi. Ouais, qualité de vie. Ils me parlent beaucoup d'activités commerçantes, de commerce. Là aussi, je vois les débats, j'ai encore vu un article dans un journal local récemment. On a développé une zone d'activité dans laquelle on a un Action, un Jiffy, voilà, qui était une zone qui était constructible, qui est à la limite de Saint-Pierre-et-Elbeuf, en face de Leclerc, qui était plutôt destinée à l'origine à accueillir l'activité artisanale et industrielle, et qu'on a plutôt transformé en zone d'activité économique et de commerce, sachant que ce sont des commerces qui de toute façon ne viennent pas dans les centres-villes. Donc moi j'ai essayé de porter les deux. On a mis en place des politiques très actives de reconquête de nos cases commerciales vides. En 2014, il y avait 50% des cases commerciales qui étaient vides. Aujourd'hui, on est à 15%. Donc on a fait un boulot important. Il y a un reste qui sont vides. Et dans le même temps, aller développer des choses non alimentaires. On garde l'alimentaire en centre-ville, des choses non alimentaires sur cette zone-là, ce qui se passe bien. Et j'ai pas entendu dire que les actions et les Jiffy venaient dans les centres-villes. Donc ils viennent sur ce genre de zone-là. Alors on peut toujours dire, ouais, mais vous aspirez le centre-ville pour le mettre en périphérie, mais la vérité, c'est que les gens qui vont chez Action, Jiffy, Intersport à cet endroit-là, de toute façon, ils recherchent ces marques-là. Et donc ils allaient à Tourville-la-Rivière, à Saint-Étienne-du-Rouvray, à Grand-Queville. Et donc en termes de pollution et de déplacement automobile, c'était beaucoup plus impactant qu'une zone où on peut aller à pied, en vélo, en bus, et éventuellement en voiture, mais en faisant 2 km au lieu d'en faire 20. Et d'ailleurs, sur les pistes cyclables, etc., est-ce que vous avez aménagé un peu ? On en a aménagé beaucoup. On a un petit sujet avec nos voisins qui sont pourtant politiquement dans la majorité métropolitaine, donc ils normalement devraient être très pro déplacement machin, mais ils veulent jamais ils veulent faire que des trucs pour se balader. Moi, je suis pas pour le vélo balade, je suis pour le vélo. Moi, je suis vélo taffeur. Je prends mon vélo pour aller de chez moi à la mairie, et donc on a du mal à les convaincre de faire passer le vélo là où on en a besoin. Pour aller se balader sur le bord de Seine, ils sont toujours d'accord. Mais donc voilà. Donc et voyez, la ville, elle est enserrée entre Elbeuf et Saint-Pierre-et-Elbeuf, et ça n'a pas de sens de faire des pistes cyclables qui ne concernent que Caudebec. Quand vous prenez votre vélo, surtout moi je suis en VAE, vous vous lancez en général pour 2, 3, 4, 5, 8 km, quoi. Vous faites un trajet. Et si votre piste cyclable, elle fait 800 mètres, vous êtes content de l'avoir eu pendant 800 mets, mais à un moment, vous rentrez dans la circulation normale et c'est pas forcément évident. Donc j'ai sujet métropolitain. Ouais, mais là, pour le coup, Dieu sait que j'ai beaucoup embêté mon collègue vice-président au transport ces derniers temps parce que je l'ai un peu titillé sur son histoire de covoiturage. Je sais pas si vous avez vu ça. Et sur les pistes cyclables, on est totalement alignés. Il y a un cours qui s'appelle le cours Carnot. Alors, il porte plusieurs noms. Après, il s'appelle Félix Faure à Caudebec, mais enfin, qui relie en gros le centre-ville d'Elbeuf à Leclerc. Donc, c'est un axe hyper important. Nous, on a trouvé la place pour faire passer la piste cyclable sur Caudebec, et mes deux voisins n'en veulent pas.
Je leur dis, mais enfin, vous êtes dans une majorité qui porte le vélo. Moi, je serais peut-être dans l'opposition, et pourtant, je suis absolument pro-vélo. Voilà, donc. Contradiction mystérieuse. C'est les contradictions entre les paroles et les actes. Et moi, j'aime pas trop. Je préfère avoir des paroles mesurées, ne pas donner de leçons trop, de dire que c'est parfois compliqué. Et je sais bien que si on arrive à faire cette piste cyclable-là, ça sera compliqué avec quelques riverains, parce qu'il faudra déplacer quelques voitures, un peu de stationnement. Et en même temps, je tiens à protéger mon stationnement devant les commerces. Il y a des commerces sur cet axe-là. Donc j'ai mis des contraintes, et la métropole, avec nos contraintes, a réussi à nous faire un schéma qui à 95% tient. Donc je vais pas dire c'est horrible, on fera jamais ça. Du coup, j'ai donné mon accord, et on m'a dit les 2 villes voisines veulent plus, veulent pas. Bon. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Peut-être pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner un peu un mot de conclusion? Comment vous projetez sur les 10 prochaines années? On parle beaucoup du jalon 2030 et puis 2050. Ouais. Comment vous projetez, vous, en tant que maire en particulier? En tant que maire, moi, je vois l'évolution de ma commune. C'est ce qui m'intéresse le plus, qui est extrêmement positive. On a regagné une image qualitative. On a des gens qui veulent venir habiter à Caudebec. On va évidemment tenir compte des règles de non-artificialisation, d'urbanisme telles qu'elles sont définies, puis telles qu'elles seront encore définies, parce que peut-être, voilà, mais s'il y a peut-être c'est peut-être la bonne nouvelle d'avoir un Parlement qui n'a pas de majorité, c'est qu'on légiférera peut-être un peu moins, comme on légifère beaucoup en France. Moi, quand j'étais actif comme bailleur social, la blague avec mes cadres, c'est que quand on avait fini d'appliquer la nouvelle loi sur le logement social, on appliquait la suivante. C'est pas raisonnable. On faisait une loi tous les 3 ans. Je veux dire, la mise en œuvre, les décrets d'application, l'opérabilité sur le terrain, les décisions, la modification des logiciels, des outils, et hop, il y a la nouvelle loi qui arrive. Ah bon, d'accord, mais on vient juste on sait même pas exactement quels sont les effets concrets de la loi précédente. Donc, qu'on légifère un peu moins, qu'on nous laisse, qu'on évalue aussi. Qu'on évalue, exactement, et qu'on dise aux élus locaux, ce qu'on devrait dire depuis le début sur pourquoi Lausanne, quelle vision du territoire, comment on se développe, ça renvoie à cet ouvrage-là. Si on explique aux maires de périphérie qu'il faut qu'ils arrêtent de construire, et qu'en même temps on leur explique que leurs habitants sont pas les bienvenus dans les centres-villes, la gilet jaunisation de la société et le refus le face-à-face mortifère entre un centre très intégré, très urbain, très bobo, très éduqués et très financièrement à l'aise, et des périphéries qui se paupérisent, ou en tout cas qui ont le sentiment qu'on les veut pas, on va vers des crises sociales majeures. Finalement, il y a un rôle de l'État à prendre. Évidemment. Plus que ce qu'il n'est aujourd'hui. De l'État. Alors de l'État évidemment, mais aussi des territoires métropolitains. La métropolisation dont on parle depuis 20 ou 30 ans en France, ça ne peut pas être qu'un noyau attractif et on rejette tout ce qu'on veut pas aux périphéries. Même chose que sur l'industrie. Il faut réfléchir à comment on fait muter l'industrie demain, où est-ce qu'on la met, comment on la met. C'est des sujets qui sont pas... Donc dialogue, coopération équilibre. Et vision, équilibre. Votre triptyque. Équilibre. Si bien compris. Et puis beaucoup, ça c'est peut-être ma marotte locale, c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup expliquer aux gens, parce que les slogans réducteurs. Alors c'est vrai que la période est pas tellement et la période et les médias et les réseaux sociaux sont pas tellement ouverts aux explications un peu compliquées, mais en général un sujet c'est pas une phrase, un verbe, un complément, Il faut quand même un peu plus de expliciter un peu expliquer les choses. Alors moi je le fais beaucoup. Ce week-end, ce dimanche, là, on a mis une table sur le marché avec les élus. Il y a 80 personnes qui sont venues boire le café avec nous pour discuter de tout, de rien. Alors des fois vous avez un sujet qui est microcosmique sur le bord du trottoir, mais il faut le traiter. Et puis des fois vous avez des gens qui vous posent des questions, évidemment, qui emmènent votre stratégie beaucoup plus loin, et tant mieux. Je fais vivre aussi beaucoup de Facebook Live, de moments d'échange comme ça, qui permettent d'exprimer ce qu'on pense, et puis de se construire ensemble, parce que la vérité du jour, la vérité avant la guerre en Ukraine, elle n'est pas la même qu'après la guerre en Ukraine, ne serait-ce que sur la manière de consommer de l'énergie. Et nous, on a pris des décisions un peu fermes et radicales ici, notamment sur les salles de sport. On a mis le chauffage très bas pendant tout l'hiver. Ça s'est très bien passé. Bien sûr. Par principe, pédagogie. Voilà, par principe, personne n'était totalement partant pour dire on va faire du sport à 14 degrés. Je me doute. Et puis tout le monde l'a fait. Et ça s'est très bien passé. Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous êtes Merci passionné, ça fait plaisir de voir les élus passionnés. Merci encore pour cette interview. On va regarder avec beaucoup d'attention ce que devient votre commune et la région Normandie dans son développement. Et j'espère au plaisir de vous réinterviewer. Merci à vous. C'était Citizen Vox, le podcast
engagés pour la préservation des sols dans la fabrique de la ville. Retrouvez tous les épisodes sur citizen.fr. À très bientôt!